On va être enregistré. Bonjour à Mmh. tous et bienvenue, hein, dans ce webinaire sur les différences culturelles franco-allemandes au sein d'une équipe de collaborateurs. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons, eh bien, vous parler de quelques différences majeures, voir quelques exemples, avec vous et puis, on espère aussi avoir un petit peu d'échange, hein, aujourd'hui. Voilà. Donc je me présente. Je m'appelle Gaëlle Pierre Nikarch. J'ai une société, en Allemagne, qui s'appelle Cambiana, qui est spécialisée dans le training, voilà, la formation, le coaching, et puis aussi les formations interculturelles, mais aussi le développement du leadership, et des équipes. Je suis française et donc basée à Munich et évidemment le sujet, franco-allemand, c'est un des sujets qui me tient vraiment à cœur, voilà et dont je m'occupe depuis plusieurs années. Aline. Oui, merci Gaëlle. Donc je me présente aussi. Donc moi je m'appelle Aline Henry, je suis, franco-allemande, maman allemande, papa français. Moi j'ai travaillé de nombreuses années, au sein du groupe Renault, de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Voilà, aussi bien, en juridique, communication et je suis, aujourd'hui coach, voilà, coach certifiée. Je travaille, beaucoup au sein d'équipes en fait, dans le coaching, aussi bien d'équipes, coaching individuel de dirigeants et toujours sur des aspects aussi, interculturels. Et donc particulièrement aussi avec l'Allemagne qui est donc mon pays aussi de cœur, voilà. Donc après cette courte présentation, on va un petit peu, voilà, vous faire un récapitulatif, du déroulé du webinaire. On n'a qu'une seule heure ensemble, malheureusement. On aurait aimé avoir un petit peu plus, mais c'est en tout cas déjà très bien. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner en tout cas un aperçu, de cette, collaboration, franco-allemande, de l'interculturel. Donc dans un premier temps, voilà, on va vous parler de en tout cas, bon, rapidement présentation objective. On va vous faire un petit icebreaker, hein, Gaëlle vous en parlera. Dans un deuxième temps, tout ce qui est sur la culture et la compétence interculturelle. Et c'était très important pour nous de vous fournir aussi une boîte à outils. Quelles sont les bonnes postures à adopter, que ce soit pour un Français qui travaille en Allemagne, un Allemagne en France. Et surtout, on compte sur vous aussi pour des échanges interactifs. Voilà, on aura une conclusion et un petit moment en tout cas aussi pour partager avec vous. Alors pourquoi ce webinaire? Parce que, dans un contexte en fait, interculturel, il est très important en fait de bien garder en tête que, il y a des différences culturelles certes, mais que ces différences culturelles, il ne faut pas les voir comme des dualités, mais des polarités, qu'on peut vraiment avoir aussi une complémentarité, et arriver à une coopération réussie aussi à travers ces différences. Hem Quels sont les aspects, aussi clés, à prendre en compte sur la communication, la gestion de projet, le management? Donc ça, on va y revenir aussi un petit peu plus tard. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est bien comprendre, les différences culturelles dans la collaboration franco-allemande, s'approprier une boîte à outils, donc ça pour vous très important pour que vous appréhendiez mieux votre environnement interculturel, et l'idée c'est ensuite surtout d'échanger avec vous. Matériel, vous voyez un petit, écran à droite là qui s'affiche, donc c'est garder votre téléphone portable, il va vous être utile, vous verrez pour la suite, papier, crayon pour vos notes et puis on compte sur votre bonne humeur bien sûr. Les règles du jeu, important, c'est aussi de donner un cadre dans l'heure qui va suivre, c'est de vous écouter, enfin même si voilà, on est sur des chats, mais en tout cas, je pense vraiment heu, de de rester aussi dans un esprit bienveillant, de participer, de voilà, juste de venir aussi avec votre enthousiasme, votre énergie et puis, qu'on partage dans un esprit, constructif et je laisse la parole à Gaëlle. Voilà, alors un petit icebreaker qui va se passer, hors de cette plateforme, mais sur la plateforme donc de Menti. Certains d'entre vous connaissent peut-être, Mentimeter qui permet donc, de faire des sondages en direct. Vous avez plusieurs façons d'accéder à Mentimeter, soit vous allez sur le site, menti.com et là vous rentrez le code, qui s'affiche ici à l'écran ou bien vous pouvez directement avec votre téléphone, scanner ce, QR code, que vous voyez également ici. Voilà, donc je vais, maintenant interrompre la présentation. Donc si vous avez, rentré le code, je vous le remets, dans le chat. Je pense que ça devrait fonctionner dans la capsule de chat. Hem,
je n'y arrive pas. Donc c'est le code 74 02 61 93 et donc je vous emmène sur Menti, voir un petit peu, ce qui s'y passe. Voilà. Votre météo intérieure, est-ce que, vous voyez bien mon écran? Aline, tu peux me confirmer? Oui, oui, Oui? tout OK. va bien. Alors, votre météo intérieure en ce moment, alors, plutôt relax, un petit besoin de café pour certains, sous stress. Ah là là, on espère que on espère que cette présentation va au moins, vous détendre peut-être un petit peu, de voir quelques différences, franco-allemandes. Besoin de café en ce début d'après-midi effectivement, mais aussi certaines d'entre vous qui sont quand même plutôt relax, voilà, pour, notre webinaire. Très bien, super. Alors on va passer à la question d'après, hein, qui est en fait, bah, en quelques mots, vos attentes, hein, sur ce webinaire. Si vous pouviez nous envoyer, comme ça rapidement sur Menti, quelques mots qui résument vos attentes, ce serait super. D'accord, donc comprendre, OK, avoir des astuces, de nouvelles connaissances, des conseils, apprendre, des insights. Mmh, OK. De l'information, notre expérience, Mmh. d'accord. Voilà, donc de nouvelles connaissances, des points communs, donc pas seulement les Mmh. différences, peut-être des points communs. OK, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Des particularités, Mmh. les échanges, OK. Alors c'est vrai que je juste pour, quand même, gérer un petit peu les attentes, on a effectivement, relativement peu de temps, hein, aujourd'hui, donc du Mmh. networking. Donc c'est vrai qu'en termes de networking et d'échanges, on est évidemment malheureusement limité, par le temps, mais vous avez, aussi, l'occasion, hein, cette semaine de faire d'autres webinaires, bien sûr, hein, avec, Connecti. Il y a aussi, les stands, en ligne qui vont peut-être vous permettre aussi de vous rencontrer et puis bien sûr, n'hésitez pas à laisser aussi, vos coordonnées dans le chat, hein, si vous souhaitez, Mmh. voilà, si vous souhaitez faire du networking ou bien vous connecter avec nous. Hem Également sur LinkedIn. Donc, notre l'expérience, c'est quelque chose qui vous tient aussi à cœur. Des exemples, alors oui, on a prévu effectivement, des exemples concrets, vous le verrez. Sur les points communs et les différences et les particularités, je dirais que pour un petit peu comment dire? L'objectif, hein, de cette, présentation, aujourd'hui, Aline et moi, nous sommes plutôt concentrés sur les différences que sur les points communs. Pour, aussi vous montrer, justement, dans quelle mesure il va falloir s'adapter les uns aux Mmh. autres. Mais il y a bien sûr des points communs, fort Mmh. heureusement, hein, Mmh. des 2 côtés du Rhin. Voilà les particularités, les astuces, Et je vois très aussi, Gaëlle, hein, dans le chat. Marc nous demande à quoi m'attendre dans une équipe allemande en tant que personne n'ayant jusque-là uniquement travaillé en France. Voilà, donc tout à fait complémentaire, avec ce qu'on a vu. absolument, absolument. Merci beaucoup, merci Marc, merci Aline. Voilà donc, pour ce petit icebreaker. Gaëlle, sur les cultures et compétences, interculturelles, je te laisse, Oui, poursuivre peut-être sur, voilà, définition et fonction. donc, il y a en fait, un psychologue, interculturel qui s'appelle Geert Hofstede, qui est un Hollandais qui a fait, une très, 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 très grosse étude, chez IBM, il y a plusieurs années, et qui en fait, a développé des outils qui sont très intéressants. Donc c'est un des grands spécialistes de l'interculturel. Il est décédé il y a, 2-3 ans, je crois, entre autres. Et donc Geert Hofstede disait finalement: «La culture, c'est la programmation collective de l'esprit qui distingue un groupe d'un autre». Donc c'est vraiment cette idée, hein, de l'appris là et du, collectif, hein, la programmation collective de l'esprit, voilà, qui va nous distinguer, donc nous les Français finalement, des Allemands. Et on voit quand on
on étudie un petit peu la psychologie interculturelle, qui est aussi un de mes domaines d'intervention, dans plusieurs universités, que la culture a une fonction, psychologique et sociale très importante. Une première fonction qui va nous donner un sentiment d'appartenance à un groupe, une fonction d'orientation aussi sur nos comportements. Savoir comment se comporter les uns avec les autres de façon très naturelle et spontanée. Mais c'est aussi une fonction de sécurité, savoir se sentir, entouré dans un groupe social, et savoir à quoi s'attendre, et on a aussi une fonction de stabilité, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, on peut faire des projections aussi sur ce qui pourra se passer demain. Donc c'est 4 fonctions qui nous permettent, en tant qu'animal social, hein, justement de nous sentir bien finalement dans notre environnement culturel. Donc dans la culture, hein, dans la construction de l'individu a une part très importante, mais ce n'est pas tout, hein. On dit toujours que finalement un individu, c'est, la combinaison de 3 grandes dimensions. La première, c'est évidemment ce qui est universel, de l'ordre de l'héritage, hein, de l'inné, et c'est la nature humaine. Voilà, qui ressemble un petit peu à la 1re, le premier niveau, hein, de la pyramide des besoins, sur tout ce qui est justement les besoins physiologiques, ce qu'on partage avec toute la nature humaine. Le deuxième niveau, qui est partagé aussi, qui est de l'ordre de l'appris, du collectif, c'est donc la culture, voilà, que nous avons apprise, avec différentes institutions, l'éducation de nos parents, l'école, et cetera. Et puis le troisième niveau, c'est ce qui ressort de notre personnalité, donc de l'individu, qui est à la fois de l'ordre de l'inné, de l'hérité, mais aussi de l'appris, voilà, nos expériences personnelles. Tout ensemble fait que nous sommes tous uniques. Voilà. Je vous montre ici un modèle, qui est très puissant pour bien comprendre finalement ce que c'est la culture. On a ce modèle, de l'iceberg, qui nous dit que finalement, 80 à 90 de la culture nous est invisible. C'est vraiment la partie immergée, et ce qu'on va voir de la culture, le côté explicite, le quoi finalement, c'est, on mange des choses différentes, on habite dans des endroits qui sont construits différemment, la musique est différente, on se salue différemment, et puis on parle différentes langues d'une culture à l'autre. Puis ce qu'on voit beaucoup moins, c'est, qu'il y a finalement des règles et des standards de comportement, hein, qui finalement régulent notre relation avec le groupe, avec l'environnement, avec le pouvoir, avec le temps et l'espace. Et que tout ça, ça vient finalement de valeurs et de croyances culturelles qui sont fondamentales, et qui représentent aussi notre vision du monde, nos perspectives, et qui vont créer un système de normes et de jugements, auquel, nous allons nous orienter finalement toute notre vie dans notre environnement culturel. Donc la compétence interculturelle, j'aime bien la résumer par cette phrase de Nehru qui disait donc: «Si nous cherchons à comprendre un peuple, nous devons essayer de nous placer autant que possible dans son contexte historique et culturel particulier. Il faut reconnaître que les pays et les peuples diffèrent dans leur approche de la vie et leur façon de vivre et de penser. Nous devons utiliser leur langage, pas le langage au sens étroit, mais le langage de l'esprit.» Et je trouve que cette expression très belle, le langage de l'esprit, donc c'est vraiment aller s'immerger, hein, aller voir finalement cette grande partie, invisible de l'iceberg pour vraiment comprendre le langage de l'esprit. Alors, on va venir sur un petit exercice assez drôle, question de perspective. Donc, que voyez-vous? Alors malheureusement, c'est comme c'est un PowerPoint, voilà, je peux pas trop toucher à l'image, mais peut-être dans le chat, je vous invite déjà à peut-être répondre de façon très spontanée. Qu'est-ce que vous voyez? Mmh, un lapin. Hop. Ah! Un canard! Jérôme voit un canard. Je revois un canard. Bon, Ariel voit un lapin. Lucie d'accord. aussi. Super. Hem En effet, alors déjà, un lapin. Fernando le lapin, oui. Fernando le lapin, bravo Fernando. Si justement vous vous amusez peut-être un peu à tourner la tête, alors je vous amène à faire un peu de gymnastique. C'est vrai qu'à première vue, on voit un joli petit lapin qui, voilà, qui court, et puis si on fait un peu comme ça, je vois que donc certains ont tout de suite vu, Jérôme a vu le canard, donc c'est formidable. Donc si en effet, je ne peux pas le pivoter, mais si vous tournez la tête vers la droite, il y a en effet le bec, du canard qui se dessine. Autre petit exercice, et là, que voyez-vous?
Ah, Jérôme voit le lapin maintenant, après Ah! avoir vu le canard. D'accord. C'était pour l'image d'avant. Voilà, c'est ça. Ça, si vous voyez le lapin dans cette image-là, on serait étonné quand même. Alors, Christine voit une vieille dame, Sylvia une jeune femme. Est-ce que Billionet, la d'autres tête d'une jeune sorcières? fille. D'accord, alors c'est très, je sais pas Agathe ce que tu en penses, mais c'est 1 sur 2 là, hein. Mmh. Une sorcière, une jeune dame. Ouais, la tête d'une jeune fille nous Mmh. dit, Billionet. Lucie, une sorcière de profil ou une femme qui tourne la tête. Alors Lucie voit les 2. Ouais, Ariel voit une jeune dame. Fernando, une jeune dame de dos, mi-profil. ouais, tout Mmh. à fait. On a quand même une majorité de jeunes femmes, Ouais, hein. exactement. Ouais. Alors c'est un petit peu comme le lapin, c'est-à-dire que là, il y a une étude aussi qui a été faite, qui est assez intéressante, c'est qu'il y a eu, voilà, cette image a été montrée d'abord à un groupe d'enfants. Et ces enfants, en fait, la plupart, dans leur imaginaire, ne voyaient que soit la sorcière ou la vieille dame, hein, qui revenait un petit peu de cet imaginaire des enfants, des contes. La même exercice a été fait avec un groupe d'adolescents, qui, eux, pour la plupart, voyaient en effet cette jeune femme, séduisante, de profil, avec sa plume. Certains ont même dû voir, peut-être plus de mal à voir soit l'un, soit l'autre. Alors c'est, en fonction en effet de là où on se situe. Alors, pourquoi ces questions de perspective? Si j'en viens à la suite, c'est pour, en fait, pour vous donner aussi un autre prisme de lecture aussi qu'est-ce que aussi on revient toujours à cet interculturel. Hem, En fait, on a chacun ce qu'on appelle un cadre de référence. Un cadre de référence, c'est la façon dont, en fait, on perçoit chacun ce qui nous entoure, l'univers, comment on réagit à certaines situations. Le cadre de référence, ça signifie, en fait, qu'on a tous des lunettes, voilà, au travers desquelles on voit chacun notre réalité. Il y a d'ailleurs une certaine similitude aussi, ou approche, avec le monde philosophique, notamment Nietzsche, qui disait, que la réalité en tant que telle n'existe pas, mais en fait, on a chacun notre réalité. Donc voilà, je vous inviterai aussi, si vraiment le sujet vous intéresse, il y a aussi, à se rapprocher de ces sujets aussi philosophiques autour de qu'est-ce que la réalité? Et donc ces fameux filtres dont on parle, ce sont en fait ces éléments qui sont aussi bien l'éducation, la formation, vos expériences et la culture. Voilà, donc ce sont tous des filtres, différents. Et en fait, ces filtres nous font voir les choses de façon différente. C'est la perception donc des choses qui changent à travers ces filtres. Très important de se dire, il y en a pas une meilleure qu'une autre, et que, les différences justement de culture dont on parle aujourd'hui sont un des éléments de notre cadre de référence. Un des outils aussi en fait, que qu'on veut partager avec vous, c'est finalement très simple, c'est juste cette prise de conscience. La prise de conscience qu'on a tous des filtres et une fois qu'on a cette petite musique dans la tête de se dire: «Ah oui, voilà, moi j'ai ce filtre-là, comment est-ce que mon collaborateur français ou allemand, lui aussi a ses filtres?» Donc si je reviens aux 5 sens, l'observation, voilà, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends? On est tous des êtres humains avec 5 sens. Par contre, ensuite, on a ce fameux filtre qui est donc la perception avec nos valeurs, notre culture, notre expérience, nos préjugés aussi parfois. Et en fonction de ça, chacun a aussi une interprétation. Voilà, quel effet cela peut avoir sur moi, comment expliquer la situation en fonction de ce filtre. Donc on peut vraiment dire que la culture colore en fait, la façon dont chacun voit aussi la réalité. Alors, on trouvait voilà, cet exemple avec Gaëlle, assez explicite, de vous dire, bah, McDonald's, je pense que tout le monde connaît McDonald's dans le monde entier et c'est de se dire finalement à partir d'un simple burger, selon le pays, il est en fait, mis en avant de façon différente en fonction de la culture. Alors moi, j'aime bien, il y a le prosperity, au centre, là, je ne sais pas si vous le voyez avec des petits insignes, asiatiques derrière, donc marqués en fait, en effet par ces couleurs aussi peut-être plus orientales. Voilà, le macarabia qui est dans son emballage peut-être, plus proche d'un kebab. Enfin voilà, en tout cas, on trouvait vraiment voilà, ce mix de publicité McDonald's, assez frappant de ce qu'est en fait l'adaptation culturelle à un burger. Hem, donc maintenant, on va aborder les différences culturelles franco-allemandes. Hem et là, par rapport à ce qu'on vous disait aussi au début, c'est vraiment important aussi que vous puissiez repartir et d'ailleurs dans le petit, icebreaker du début, vous nous avez en effet dit, voilà, on aimerait bien aussi avoir quelques conseils, donc on va venir avec vous sur, voilà, les dimensions culturelles avec quelques exemples pratiques. Quelle est la posture aussi à adopter et le positionnement personnel.
Donc commençons par, le 1er outil, les dimensions, culturelles avec, donc des exemples, pratiques. Alors il faut savoir que quand, on travaille, comme ça dans un univers international, alors soit avec en équipe, hein, multiculturelle, soit avec des partenaires commerciaux qui sont d'autres cultures, on se rend compte finalement qu'il y a 4 grands domaines, du monde de l'entreprise, du monde des affaires qui sont affectés vraiment par, la culture. Le premier, c'est la communication. Alors ça paraît évident, bien sûr, sur les langues différentes, mais encore une fois, on parle, de quelque chose qui va plus loin que le langage. On parle vraiment du langage de l'esprit. Donc il y a aussi dans la communication différents aspects, qui vont, être justement, teintés finalement par, notre, origine culturelle. Et puis il y a un aspect qui est très, très, très important et qui est vraiment passionnant, c'est notre rapport au temps. Donc évidemment, tous les humains sur terre, se confrontent à leur perception du temps et à gérer finalement le temps qui leur est imparti et on se rend compte que d'une culture à l'autre, finalement, notre perception, encore une fois, hein, nos lunettes perceptives, va changer et que, on utilisera le temps aussi d'une façon différente. Et donc évidemment très important, hein, en entreprise, ne serait-ce que quand on parle de la gestion de projet. Et puis le troisième élément, le 3e aspect, hein, qui est fortement impacté par, la culture, c'est tout ce qui concerne finalement notre vision du leadership, notre compréhension, hein, du management, de la hiérarchie, des prises de décision et puis du pouvoir, plus généralement. Et puis le quatrième aspect, c'est tout ce qui concerne l'organisation, hein, les aspects structurels aussi, du monde de l'entreprise. Donc on va regarder ici un petit peu quel outil on peut utiliser pour mieux comprendre, pour mettre des mots finalement sur, ces impacts culturels. Un outil qui est très, très utile, c'est ce qu'on appelle les dimensions culturelles et donc qui ont été recherchées par des, psychologues interculturels tels que Geert Hofstede, que j'ai mentionné au début, mais Fons Trompenaars, c'est un autre Hollandais, ou bien Edward Hall. Voilà, donc ils sont, plusieurs de pays différents à avoir, finalement dit: «Mais tous les humains se confrontent à des catégories finalement qui sont assez universelles, qui concernent par exemple la relation de l'individu à l'autorité, au pouvoir, ou bien au temps, ou bien à la société ou à la nature. Et la différence, elle va se faire sur la manière dont nous abordons finalement ces problèmes-là, la manière dont nous allons les gérer. Et à partir de là, on va pouvoir comparer les cultures sur leur façon d'appréhender cette réalité. Donc voilà, là on va vous en montrer 3, il y en a beaucoup plus. Et aussi, hein, dans la relation franco-allemande, il y en a plus qui peuvent être, vraiment très pertinentes, mais voilà, pour aujourd'hui, on va vous montrer 3 dimensions culturelles qui sont très impactantes dans notre façon de travailler ensemble. La première, c'est notre relation au pouvoir et à la hiérarchie. Alors c'est une dimension de Hertofstede, qu'on appelle finalement la distance au pouvoir. Dans une, culture telle que la culture, française, on dit que la distance au pouvoir est élevée. Donc vous avez un modèle plus pyramidal, hein, dans lequel on s'attend à des inégalités, peut-être même à des privilèges, hein, pour certains et puis moins pour d'autres. C'est une structure dans laquelle on va dire aux subordonnés, hein, en termes de management finalement ce qu'ils doivent faire, donc c'est un peu top down, comme on dit aussi. On attend, justement de ces employés, bien, qu'ils soient, loyaux envers, leurs supérieurs hiérarchiques et finalement la prise de décision se fait à la tête, hein. C'est donc la hiérarchie qui décide. Dans une culture à faible décision, au pouvoir comme, l'Allemagne, ou du moins qui est plus faible que la France, la distance, finalement, elle est beaucoup plus réduite. Justement, on s'attend à ce que les inégalités soient plutôt, minimalisées. Hem, on a, une prise de décision qui est beaucoup plus consensuelle. Aline, tu peux montrer si tu veux aussi la slide, suivante et ça nous Je peux montre un montrer la modèle slide suivante, oui. d'organisation voilà, un modèle d'organisation qui ressemble un petit peu à ça. À gauche, on a la France, voilà, avec une distance au pouvoir élevée, donc vous voyez, l'aspect très pyramidal, avec des niveaux hiérarchiques qui sont assez compartimentés et puis finalement, à droite, l'Allemagne qui nous montre,
qu'il y a beaucoup moins de distance, hein, jusqu'au pouvoir et que la prise de décision peut se faire, par exemple avec 4 têtes. Alors j'emploie le mot tête, à escient parce que, c'est vraiment cette idée qu'on peut avoir ce qu'on appelle un Vorstand, hein. Vous allez avoir peut-être 3-4 personnes qui vont être à la tête d'une entreprise et qui vont décider ensemble, des décisions majeures, donc sur quelque chose de très consensuel. Et puis à différents niveaux hiérarchiques, en général, on cherche aussi à obtenir le consensus quand on prend une décision. La deuxième relation, de grande relation de l'homme à quelque chose, c'est la relation au temps. Voilà, et là, on a un terme qui vient d'Edward Hall qui nous dit, ça vient du mot chronos, hein, le temps en grec et on parle de monochronie qui indique une orientation temporelle très linéaire, très séquentielle, où on va faire une chose à la fois, où il va falloir planifier à l'avance, où la ponctualité, finalement, ça va être la base de la confiance. Il va falloir tenir ses engagements temporels, mais ça influence aussi notre façon de penser qui va être assez séquentielle et on va plutôt avoir tendance à séparer les éléments les uns des autres pour vraiment bien les gérer. Hem, on a ce modèle-là et puis un autre modèle temporel qui s'appelle la polychronie, où là, le temps est plutôt vu comme une sorte, finalement de sphère, voilà, où vous avez, différentes temporalités qui peuvent être, en simultanéité. Donc, vous allez avoir des systèmes de multitâches où vous allez commencer, peut-être, quelque chose et puis en parallèle faire un petit peu autre chose et puis passer d'un processus à l'autre. Et donc, vous allez vouloir, dans un monde polychronique, avoir une planification qui reste très flexible, où on s'attend à des changements de priorité assez constants et où finalement, il va falloir, savoir s'engager envers les personnes et puis, changer ses priorités en fonction et ça sera la base de la confiance. Et ça a aussi une influence sur notre façon de penser qui va être beaucoup plus globale, plus holistique, où on va avoir tendance au contraire à faire des liens entre les choses pour pouvoir passer d'une chose à l'autre. Et là, on voit encore, hein, que c'est une deuxième grande différence culturelle entre la France et l'Allemagne. Donc on a ces 2 façons de penser et de gérer le temps. Voilà, ici une petite représentation, un graphique, l'Allemagne, voilà, une chose après l'autre. L'agenda, c'est très important. Voilà, garder, hein, le contrôle sur le temps, c'est extrêmement important et puis en France, on va plutôt, encore une fois, voir un petit peu ce qu'on peut commencer là, faire là en même temps et puis on va jongler, on appelle ça on jongle, hein, volontiers en France avec les tâches et les priorités. La troisième grande différence que nous souhaiterions aborder ici, c'est, celle qui concerne nos styles de communication et là, c'est une, dimension qui nous vient, comme pour le temps d'Edward Hall, et Edward Hall nous dit: «Vous avez finalement, 2 types, de communication, l'une qui s'appelle à contexte faible et là, vous avez une communication qui va essayer d'être le plus explicite, la plus claire possible, sans ambiguïté, qui va être finalement, très peu reliée à son contexte. Vous allez avoir vraiment le plus de sens dans le message lui-même. Il faut que la communication soit aussi, directe. Et puis là, on va privilégier justement l'écrit parce que c'est très clair, ça reste, les canaux d'information, plutôt formels. Et on va tendre à mettre l'accent sur la tâche, les résultats. Voilà, donc vraiment dans un effort de clarté et de diminution de l'ambiguïté. Et puis on a des styles de communication qui sont, reliés à beaucoup de contextes. On appelle ça la communication à contexte élevé. C'est une communication qui se fait beaucoup par l'implicite. Il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir décrypter des signaux, non verbaux, connaître l'importance, hein, du contexte et là, on va privilégier justement les canaux informels, donc la pause café, le déjeuner. Et on tendra donc bien entendu à mettre l'accent sur le réseau de relations parce que finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui passent par le réseau. Et donc là, on voit encore une fois qu'on a une grande différence entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne, vous avez vraiment, finalement tout le sens, hein, du message dans le texte. Et la France, vous allez avoir finalement, la majeure partie du message, dans le contexte. Voilà, c'est ce qu'on voit dans la slide, suivante. Heu, où vous situez-vous, hein, en termes de message? Dans le texte ou dans le contexte? Voilà, hem et puis une petite, image ensuite, pour vous montrer, hein, justement comment est-ce qu'on peut, décrypter. C'était un dessin du Herald Tribune il y a quelques années, hein, voilà. Comment décrypter nos signaux non verbaux?
Merci beaucoup Aline. Merci Gaëlle. Hem, on va venir maintenant sur quelques petites situations, exemples, en fait, très concrets. Alors, c'est vrai qu'on parle peut-être des différences, mais encore une fois, aussi se dire que, heu, ces différences-là aussi font la complémentarité des deux cultures. Se saluer entre collaborateurs, ça a l'air peut-être quelque chose d'assez simple, mais finalement, déjà sur ces codes de salutation, il y a une grande différence. C'est vrai que entre collaborateurs français, on est finalement assez proches aussi. Alors, c'est pas toujours le cas et encore une fois, tout ce qu'on dit là, c'est bien évidemment, il y a aussi, certaines situations où ce sera différent, mais les collaborateurs français, ils ont plus souvent une relation assez amicale, assez familiale. Donc voilà, les collaborateurs français qui se voient tous les jours, souvent se font la bise. Alors ce qui, typiquement en Allemagne, ne serait pas pensable. On garde en Allemagne, c'est vrai, cette proximité aussi, dans la sphère privée. On se donne peut-être une petite tape dans le dos ou, en tout cas, pas dans le contexte professionnel où, on se serre la main pour se saluer lors de la première rencontre. L'accolade, voilà, sera réservée en effet à une sphère, plus privée. Et en effet aussi, la façon de se saluer en France quand on dit, «Bonjour, ça va?» à son collaborateur, à son collègue, en général, voilà, il y a pas forcément de longues réponses derrière ce «Bonjour, ça va?» «Oui, ça va et toi?» «Bon, ça va». En Allemagne, quand on dit Guten Tag, Guten Morgen, wie geht es dir? Donc ce qui signifie «Bonjour, comment vas-tu?» «Comment allez-vous?» On attend aussi, heu, quelque chose de plus. Il y a vraiment cette sincérité de vraiment s'intéresser aussi à savoir comment va, son collaborateur ou la personne avec qui on travaille. Alors les réunions de travail entre collaborateurs, français et allemands, c'est vrai qu'il y a aussi cette différence. Alors en France, on parle souvent, moi c'est un mot en tout cas que j'ai beaucoup entendu, c'est la réunionnite aiguë. Heu, on a tendance en fait à organiser énormément de réunions. Ces réunions finalement, on fait venir énormément de personnes qui sont pas forcément, voilà, qui vont pas forcément avoir une valeur ajoutée, lors de la réunion, mais combien de fois j'ai entendu, lors de mon long parcours chez Renault, voilà, des personnes qui me disaient: «Je suis convoquée à 5 réunions en même temps, je dois faire une présentation dans 3 réunions au même moment, dans 3 endroits différents». Enfin, voilà, donc quelque chose de, vraiment qui est, assez compliqué en fait, à gérer, et en France, on voit en effet la réunion comme un espace plus d'échange d'informations, de brainstorming, alors qu'en Allemagne, la réunion, c'est quelque chose de très préparé, de très cadré, avec un ordre du jour qui doit être respecté, où chacun prépare sa réunion et est prêt à prendre la parole pour aussi arriver, au final à une décision. On revient sur la fameuse gestion du temps aussi dont Gaëlle parlait tout à l'heure, qui se recoupe finalement un petit peu aussi avec ce sujet autour des réunions. C'est vrai qu'en France, voilà, arriver quelques minutes en retard à une réunion, bon, c'est assez fréquent. Je pense que, tous ceux qui aujourd'hui, voilà, travaillent, en tout cas dans des réunions françaises, le diront et c'est en lien aussi avec cette fameuse réunionnite aiguë où, on se retrouve à peine avoir le temps de terminer une réunion qu'il faut courir à une autre. Donc finalement, on ne tiendra pas trop rigueur voilà, de ces quelques minutes de retard. Hem En Allemagne, c'est très différent. La ponctualité est très importante pour les Allemands. Voilà, un collaborateur allemand arrive, aux réunions en avance. Les retards sont pas très bien vus. Il arrive même parfois qu'on arrive entre 5 et 15 minutes en avance. Je pense que voilà, c'est peut-être pas si fréquent, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a aussi sur cette, ponctualité et gestion du temps, quelque chose de voilà, quelque chose de en tout cas de différent. Sur la boîte à outils, voilà, on revient dessus donc hem, la boîte à outils aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tout d'abord déjà cette posture, c'est la prise de conscience. Encore une fois, je reviens sur ce cadre de référence dont je vous ai parlé au tout début avec les petits exercices qu'on a faits. C'est vraiment de se dire, voilà, on a chacun un cadre de référence avec tout ce dont on a parlé tout à l'heure, avec différents éléments, dont ces fameuses spécificités culturelles. Donc l'important, c'est d'arriver à une réunion avec ses collaborateurs d'une autre culture, avec tolérance, ouverture et une posture de non-jugement. J'irai même un peu plus loin, c'est véritablement aussi, essayer d'être dans cette posture d'empathie aussi, voilà, de se dire: «Voilà, il a ses lunettes, j'ai les miennes, ses filtres» et très important, je reviens
reviendrai dessus un petit peu après, c'est l'écoute aussi. C'est être à l'écoute le plus possible et surtout ne pas hésiter à communiquer, quand quelque chose ne va pas, si quelque chose n'est pas OK, voilà, juste pouvoir aussi le dire, à son collaborateur. Je reviens aussi sur, donc l'écoute. Alors c'est vrai que Gaëlle et moi, on est coach aussi, donc l'écoute aussi, c'est quelque chose pour nous de fondamental et de très important. Hem, L'écoute, c'est pas juste écouter, entendre. L'écoute, c'est questionner, c'est pouvoir aussi reformuler quand quelque chose n'est pas clair, pouvoir rebondir sur des mots-clés et aussi, faire silence. Le silence, c'est très important, aussi, c'est-à-dire de parfois avoir ce temps-là aussi de voilà, on échange, mais ce silence aussi alors j'aimais bien, il y a un philosophe américain qui s'appelle Elie Wiesel qui disait que le silence, c'est pas l'opposé de la parole, mais la profondeur de la parole. Donc le silence, ce n'est pas juste voilà, si on accepte aussi ces temps de silence, ils sont aussi vraiment très importants et voilà, écrit en dessous, mais c'est ça peut sembler mais basique, mais c'est aussi s'intéresser sincèrement à ce que votre interlocuteur vous dit et en tout cas, vraiment prendre ce temps de partage. Je trouve que l'image est assez parlante de ces 2 jeunes femmes, qui se regardent droit dans les yeux et qui sont vraiment dans voilà, cette envie aussi d'aller vers l'autre. Deuxième petite boîte à outils, le positionnement personnel. Alors là, en fait, on vous a préparé avec Gaëlle une sorte de voilà, de questionnaire. Alors c'est pas du tout pour le faire maintenant. Alors ce qu'on vous propose, avec Gaëlle, ce sera peut-être de nous laisser alors j'ai vu aussi un peu plus haut dans le chat, je crois que c'est Christina ou qui nous avait demandé: «Est-ce qu'on pourra recevoir la présentation?» Oui, bien sûr. Ce qu'on vous propose, ça sera de nous laisser peut-être pour ceux qui le souhaitent, vos mails dans le chat, qu'on puisse vous envoyer, à la fois la présentation, ceux qui le souhaitent et puis en effet ce questionnaire. Alors c'est pour vous, c'est vraiment un outil à garder pour vous, hem, qui peut vous aider à préparer soit un entretien d'embauche, si vous êtes, collaborateur français, vous avez un entretien d'embauche pour un poste en Allemagne, par exemple, ou une prise de poste, hein. Vous arrivez, voilà, demain dans votre nouvel environnement, c'est de vous poser ces questions. Donc ma devise dans la vie. Voilà, commencez par ça. Qu'est-ce qui vous meut du verbe mouvoir, voilà, pourquoi je souhaite travailler en France, slash en Allemagne. Les 3 images de la collaboration avec des Français ou des Allemands qui me viennent en tête, ce que je pense apporter à mes futurs collaborateurs, ce que je souhaite atteindre avec eux, ce que j'attends d'eux. Voilà, quels seraient mes points d'alerte personnels sur la collaboration franco-allemande à l'issue de ce webinaire, ce que je souhaite améliorer quand je pense à travailler avec des Allemands ou des Français et ce dont je vais me souvenir sur la collaboration franco-allemande. Voilà, donc ça, ce sera un petit outil qu'on vous enverra. Je vois qu'Ariel nous a déjà envoyé ses coordonnées, merci. Donc on vous enverra ça. Un petit mot de conclusion. Alors là, je sais pas, non, je pense qu'on va pas pouvoir la diffuser. Ça sera une, Alors je peux oui, regarder, vas-y Gaëlle. Aline, Oui, ouais, peut-être qu'avant de diffuser ça, on pourrait en profiter à ce moment-là pour passer directement aux questions-réponses et oui, puis tout à voilà, fait, hein. tout à fait. Voilà, vous demander un petit peu, donc vous qui êtes en ligne avec nous, en ce moment, alors soit vous faites ça en voice over, hein, vous pouvez, donc parler au micro ou bien si vous souhaitez nous envoyer vos questions dans le chat, hein, Mmh comme vous le souhaitez. Un petit moment qui vous est dédié. mh. Voilà, donc peut-être juste une petite précision effectivement, si vous souhaitez avoir, cette présentation, ça ne peut pas être téléchargé automatiquement à partir de la plateforme, donc Mmh. communiquez-nous vos adresses, dans le chat, hein. Je vois qu'on a beaucoup d'adresses communiquées, Oui. donc Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête, des questions peut-être, auxquelles nous n'avons pas répondu par cette présentation ou bien des commentaires, des expériences que vous avez pu mmh. faire en milieu franco-allemand et que vous souhaiteriez partager, avec nous tous, aujourd'hui? On va vous laisser peut-être 1 ou 2 Ouais, oui, minutes, hein, oui, pour on voit réfléchir oui, oui, on voit que à vos des gens sont en train questions. d'écrire et je ne sais pas si les personnes peuvent parler, je crois que c'est que dans le chat. Mmh.
Ah, il y a plein de questions qui arrivent. Alors alors peut-être première question de Marc: «À part le manque de ponctualité, quel faux pas peut faire un Français sans y faire attention?» Alors, Aline, peut-être Oui, tu as un élément de hem, réponse? oui, je dirais peut-être, je dirais peut-être qu'un Français, on peut avoir aussi tendance à, alors moi je l'ai un petit peu vécu aussi comme ça, mais hem, peut-être de parler assez rapidement de, je sais pas, de choses peut-être plus personnelles. Moi, j'aurais tendance à dire, un Allemand, il peut être un petit peu plus peut-être, en tout cas dans le monde du travail, à peut-être moins se livrer, à être un petit peu plus en retrait et un peu à garder ça pour, alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un mot que j'aime beaucoup et Gaëlle qui vit à Munich aussi, c'est le fameux Feierabend. Feierabend, c'est le soir, le soir, on se retrouve souvent vers 17 heures après le travail, boire une bonne bière, ou autre chose. En tout cas, voilà, il y a cet esprit aussi de se dire le travail, voilà, on est dans un contexte, professionnel et puis par contre, après le travail, on va aller dans un Biergarten, on va aller boire une bonne bière et puis on va, je pense, échanger un petit peu plus, de façon un petit peu plus personnelle. Donc déjà, je sais pas Gaëlle si tu as quelque chose, peut-être à compléter ou si ça te Absolument. Alors, oui, oui, je voudrais rebondir, hein, sur la communication. Un deuxième aspect, en plus de ce qu'Aline vient de mentionner, c'est aussi d'être trop dans l'implicite. ouais. Hein, de communiquer de façon un petit peu entre les lignes, de voilà, de se dire que l'autre va forcément comprendre ce qu'on veut dire et très souvent, hein, quand on est face à une Mmh. culture de l'explicite et ben, en fait, ça passe complètement à côté. Et qu'en fait, l'autre ne comprend pas, et vous dira, bien plus tard: «Mais en fait, tu aurais dû le dire, au début». Enfin, que par exemple, ça risquait de poser des problèmes ou que tu pouvais pas, faire ça et puis, bah, nous, on se dit: «Bah, pourtant je l'ai quand même sous-entendu» et bah, non, en fait, donc les sous-entendus, ça n'arrive pas de l'autre côté. Mmh. Donc ça, c'est, je dirais, Mmh. un faux pas, hein, qu'on peut faire, c'est penser que l'autre va comprendre, justement, bah, quand on parle entre les lignes. On est vraiment dans une culture de l'explicite, il faut être très clair et on attend de nous aussi la clarté, Mmh. l'initiative de dire les choses au moment où elles arrivent. Mmh. Voilà et d'être direct. Alors, est-ce qu'il y a un autre faux pas qui nous vient à l'esprit? Donc la ponctualité, Ouais. la communication, pas tout de suite parler du privé comme tu Mmh mh. le dis Aline, Mmh. réserver ça pour d'autres moments et puis être vraiment, dans l'explicite, c'est peut-être, 3 Mmh. choses importantes. Mmh. Et je dirais peut-être encore sur, encore une fois la relation au pouvoir, Mmh. c'est, bah, finalement ne pas hésiter, quand il y a un moment de prise de décision qui va encore une fois se passer dans un meeting, ce qui est assez, inhabituel pour des Français, bah, ne pas hésiter à donner son avis pour influer sur cette décision parce que c'est aussi ce qui est attendu dans un modèle consensuel de la décision, hein et donc ne pas penser: «Bah, je vais aller voir après, le manager, et puis lui dire, comme ça, en privé ce que j'en pense» parce qu'à ce moment-là, le message ne sera pas reçu. Il fallait vraiment en parler avant. Donc ça, c'est très important aussi. Mmh. Alors parce que du coup le chat est en train de remonter, je sais pas si je peux Alors, remonter un peu parce qu'il y a moi d'autres questions? j'ai oui, Ouais, j'ai la il y en a question, beaucoup. de Jérôme: «Quels sont les sujets à éviter en Allemagne au travail?» Mmh. Hem, Le est-ce qu'il y privé a déjà, ce que tu Oui, viens de c'est dire, ça, hein, c'est ce que je viens de dire par de rapport à passer ça, trop de j'essaie temps de sur le voir, privé. voilà. Heu, En tout cas, enfin finalement ça se recoupe un petit peu avec tout ce qu'on vient de dire, des sujets vraiment à éviter, hem, je pense qu'en effet, il y a une certaine, je pense un petit peu plus peut-être une certaine pudeur un petit peu plus aussi, quand on est dans une relation de travail avec des Allemands donc, hem en effet et je reviens aussi finalement un peu sur ce que tu disais Gaëlle, ces sujets aussi implicites, les jeux de mots, parfois il y a un humour L'humour. français, l'humour, voilà, c'est ça, je dis pas des Allemands ont l'humour, je suis franco-allemande donc, mais c'est pas le sens de l'humour est aussi un petit peu différent. Le français, il peut avoir tendance à faire beaucoup plus peut-être d'humour au travail, voilà, on va sortir parfois des phrases un petit peu décalées. En Allemagne, voilà, il faut être un petit peu peut-être un petit peu plus, en tout cas au début quand on ne connaît pas forcément tout de suite bien ses collaborateurs, heu, voilà, faire un petit peu plus attention.
Oui, l'humour passe très, très mal, hein, en général dans les présentations, en public, dans les réunions. Il faut rester, très sérieux sur le travail. Il y a vraiment cette idée, hein, du sérieux derrière le travail, de l'éthique, hein, Mmh. justement, qui vient peut-être aussi de la culture, d'une culture protestante, qui a aussi Tout à marqué fait, quand même beaucoup, hein, tout à le milieu des affaires en Allemagne. ouais. Et il y a d'ailleurs une phrase que je trouve toujours très parlante, hein, en allemand qui est: «Arbeit ist Arbeit, Mmh. Schnaps ist Schnaps». Voilà, donc il y a un temps pour tout. Voilà, c'est Quand on ça. est au travail, on travaille. Les Allemands privilégient ce qu'ils appellent l'efficacité, ils adorent ça. Et donc ils vont, probablement vouloir aussi, justement se concentrer sur les sujets de travail. Donc les sujets à Mmh éviter, c'est tout ce qui va pouvoir distraire finalement de la tâche, de la mission qu'on s'est donnée pour aujourd'hui. mh. Parce qu'il va falloir se concentrer sur son travail pour avoir le fameux Feierabend dont parlait Mmh. Aline. On n'a pas envie Mmh. de rester jusqu'à 8 heures au travail en C'est Allemagne. vrai. On voudrait rentrer à la maison et puis après faire autre chose. Donc vraiment rester sur des sujets de travail, éviter de faire trop d'humour parce qu'encore une fois ça distrait. Hem et donc voilà, rester sur vraiment ce qui nous permet d'être efficaces ensemble. Ensuite, on a Ouais, une question ouais. sur, Moi, je vois je heu sais pas si tu l'as ou tu es juste au-dessus. Moi, je vois Ariel, si on est porteur de projet. Ça il y en a peut-être au-dessus, mais celle-là, si on est porteur de projet, y a-t-il un type de projet spécifique qui intéresse beaucoup plus de potentiels partenaires entreprises allemandes? Hem Alors, en type de projet, je sais pas Gaëlle aussi ce que toi tu j'aurais envie de dire quelque chose peut-être par rapport à ça. C'est que, alors on va un petit peu au-delà de peut-être, juste le monde du travail, mais aussi peut-être toute l'éducation aussi en Allemagne. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé, c'est qu'en Allemagne, on met beaucoup plus en avant les compétences aussi, je trouve, techniques, les bacs professionnels, enfin voilà, je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts les Allemands sur, enfin voilà, sur tout ce qui a trait aussi à des choses plus opérationnelles, plus fonctionnelles. Enfin, je trouve que voilà, en France, c'est vrai qu'on est très dans cette culture aussi des grandes écoles. Ils connaissent pas les grandes écoles en Allemagne. Il y a pas, Sciences Po, il y a pas toutes ces grandes écoles comme chez nous. Donc, la question, je sais pas, ça dépend déjà dans quel secteur vous êtes, quel type de projet, mais j'aurais envie de dire qu'il y a quelque chose, en tout cas, de plus peut-être de plus concret, voilà, de façon assez générale et que les métiers aussi, techniques et opérationnels sont beaucoup plus valorisés. Alors ça commence à changer aussi un petit peu en France, mais sur un type de projet, mmh hem, mh. c'est un peu plus difficile. Pardon Oui. Gaëlle, ouais. Oui, alors c'est vrai qu'on valorise aussi, même, des parcours, transverses, hein. On appelle ça Ouais. aussi être un Quereinsteiger, donc des Mmh. gens qui peuvent venir, d'un autre domaine et qui auront appris, voilà, la technique, même sur le tas, enfin dans le travail. Il y a quand même beaucoup cette, je dirais cette culture, très pragmatique, Tout à fait. finalement, de l'apprentissage et puis, de l'apprentissage aussi au travail. On peut faire une belle carrière, même si on n'a pas fait forcément, un cursus d'ingénieur, par exemple. On peut être arrivé, à l'ingénierie par d'autres voies. Donc il y a beaucoup de dans l'éducation, effectivement, beaucoup de cursus parallèles, qui privilégient, cet aspect, justement du travail. Hem Et puis, je suis en train de chercher la Mmh. question sur le voilà, les Werkstudenten, hein, nous dit Oui, Dagmar. ouais, Exactement, tout parfaitement. à Ça, fait. c'est vraiment alors dans notre entreprise chez Cambiana, on a 2 Werkstudenten. Donc ce sont des étudiants salariés qui peuvent travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant leurs études, pendant 3 ans. Et vous avez donc, des jeunes qui sont là, qui ont vraiment envie d'apprendre des choses et puis en même temps qui ont envie aussi de gagner de l'argent, donc de Mmh. performer. Donc c'est un échange en fait qui est très bien. Il y a beaucoup de systèmes comme ça. Il y a l'alternance, hem, il y a les Dual Studium aussi. Donc vous avez à différents âges en fait des possibilités en fait d'impliquer finalement, des jeunes dans le monde du travail Mmh. assez tôt. Et c'est pareil dès le collège même, enfin dès le collège, les enfants, font des stages aussi en entreprise, voilà, pour aller voir un petit peu en observation ce que c'est que le monde de l'entreprise. Je cherche la question Oui, sur il y en le avait d'autres au-dessus, ouais. Mmh. mmh ah oui, c'était si on est porteur de projet, un type de projet spécifique? Alors j'ai du mal à la lire Oui, entièrement attends, qui oui, parce que le chat est oui. redescendu. Merci d'ailleurs Patrick, hein, pour, votre, mot, hein, de nous dire merci. Vous avez abordé des sujets que personne n'a mentionné dans d'autres webinaires ou formations. Écoutez, on Merci. est très heureuse, hein, que ça puisse
vous servir. Donc oui, la question là, je la vois maintenant entièrement. D'Ariel, si Mmh. on est porte-projet, il y a un petit projet spécifique qui intéresse beaucoup plus de potentiels partenaires entreprises allemandes. Je dirais en fait des projets qui sont avec une utilisation et l'idée aussi de la rentabilité. C'est-à-dire que faire des projets pour faire des projets, en général, en Allemagne, on va faire un projet parce qu'on veut réaliser quelque chose avec et pas seulement parce que ça peut être quelque chose d'intéressant. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu cette idée de rentabilité. Si j'investis des ressources, ne serait-ce que mon temps dans quelque chose, qu'est-ce que ça va me rapporter? Donc soyez pragmatique, hein, dans la présentation de vos projets si vous voulez justement convaincre, voilà des partenaires, hein, de venir avec vous sur un projet. À quoi est-ce que ça va leur servir? Voilà. Pourquoi faire ce projet? Quelles sont les applications pratiques? Alors c'est une Hem question de gestion du temps. Oui, ça c'était Christine qui répondait et sur le temps. Je j'avais vu cherche. aussi au-dessus parce qu'il y en a une qu'on n'avait pas on est allé voir Patrick et en dessous et Sylvia qui avait Ah oui, Sylvia. demandé: «N'avez-vous pas l'impression qu'en France, les méthodes de travail se rapprochent de plus en plus aux méthodes allemandes, notamment en ce qui concerne l'ordre du jour en réunion, la ponctualité, la prise des décisions? Quelles sont vos expériences?» C'est très, très, c'est enfin, en tout cas, on le souhaite. Hem Par rapport à ça, parce que ça revient un petit peu tout à l'heure aussi à ce que je disais par rapport à voilà, c'est cette accumulation de réunions et cetera. Et encore une fois, tout ce qu'on a partagé avec vous, c'est en effet certainement nos expériences aussi et ce que nous on a vécu. Certes, les méthodes de travail se rapprochent de plus en plus des méthodes allemandes. Je pense qu'il y a en tout cas, je vous partage mon expérience de ce que j'ai vu, chez Renault et j'ai accompagné, on avait un grand programme qui s'appelait Renault Way Team Experience, donc j'ai beaucoup accompagné de managers et leurs équipes aussi autour de ces sujets-là. Hem, il y a, je pense, une vraie volonté que les choses changent parce que c'est même pas tenable. En fait, c'est à un moment, ça peut amener aussi même à des situations compliquées pour des collaborateurs qui sont en état de stress, de tension, parce qu'ils se retrouvent submergés. Donc, je pense qu'on développe aussi de plus en plus la qualité de vie au travail. Enfin, il y a tous ces sujets aussi qui, je pense, qui sont de plus en plus pris en compte aussi en France. Et dont découle aussi en effet peut-être cette volonté en tout cas d'essayer, et ça c'était un très grand sujet en tout cas chez Renault, de voilà de réduire en effet ce nombre de réunions et de revenir sur quelque chose de plus gérable pour chacun. Donc voilà, moi je vous parle de mon expérience en tout cas en ayant passé, de nombreuses années dans une grande multinationale, telle que l'Alliance, Renault, Nissan, Mitsubishi. Mais je ne sais pas Gaëlle si toi tu as aussi, peut-être quelque chose à partager par rapport à ça? Alors moi, oui, j'ai envie de faire l'avocat du diable, en fait et d'aller voir le côté positif, finalement, de nos réunions à la française, qui sont aussi un lieu d'échange d'informations. Extrêmement important. Et donc faire l'avocat du diable, Mmh, c'est aussi dire finalement le modèle allemand de la réunion extrêmement structuré, mmh, et très ponctuel. Est-ce que dans un certain sens, elle, ne nous empêche pas aussi d'avoir accès à beaucoup d'informations? Donc on a toujours un petit peu le pour et le contre, hein. Dans chaque culture, finalement, il va y avoir des excès dans un côté de la dimension ou l'autre, et qui vont faire que, bah, vous avez, effectivement des aspects négatifs et puis des aspects positifs aussi. Donc, moi je dis toujours, finalement c'est pas que c'est bien ou c'est mieux, c'est pas ça du tout. C'est que la vraie difficulté, c'est quand on travaille ensemble et quand on est dans un modèle, plutôt français de la réunion qui est un vrai, lieu de brainstorming, de partage d'informations, ce qui peut apporter énormément de choses, mais que vous travaillez avec des Allemands qui sont dans des réunions qui sont très structurées, très efficaces. Voilà. Oui, Sylvia nous dit: «On peut prévoir un brainstorming dans mmh, l'ordre du jour». C'est vrai. mmh, Ça peut arriver, effectivement en Allemagne où on se dit, «Bah oui, aujourd'hui c'est une réunion de brainstorming». Mais en général, il y a beaucoup d'informations, encore une fois en France, hein, qui passent, c'est de mmh, mmh, l'implicite, qui vont bien passer sûr. comme ça. Vous allez connaître des choses sur, l'état d'autres projets peut-être. Ce qui se passe moins en Allemagne. Donc voilà, je voudrais faire l'avocat du diable pour dire aussi, bah, on Mmh, perd, bien aussi sûr. parfois de l'information. Mmh, Surtout dans un monde où maintenant effectivement, heu, comme, nous le dit, attendez je regarde, comme nous le dit Fernando, voilà, hein, après le Fernando. covid, voilà, Ouais, tout à fait. après le covid, on a changé nos salutations, mais aussi, on se retrouve, avec des réunions qui sont très compartimentées, donc il y a Mmh, moins aussi ces contacts ouais, sociaux qui vont nous cette permettre d'échanger, spontanéité. Mmh, voilà, informellement. mmh, Donc les Allemands
ont eux aussi regardé le modèle français à un moment donné et je connais beaucoup d'entreprises allemandes qui ont dit: «Ben, en fait, il faudrait installer des points café dans l'entreprise». Donc on a Mmh. des entreprises qui délibérément disent à leurs collaborateurs: «Mais allez donc boire un petit peu des cafés avec vos collaborateurs», parce qu'il y a aussi cette prise de conscience que se réunir, Mmh. dans des réunions, voilà, ou informellement, c'est aussi une façon de faire passer beaucoup, beaucoup d'informations. Mmh. Voilà, donc Tout à c'est ce fait. que je voulais un petit peu, vous dire aussi, ici. Alors nous avons une question de, Biyouné. Lors d'une interview dans une entreprise française en Allemagne, peut-on s'attendre à une question concernant le salaire annuel? Alors là, est-ce que votre question, Biyouné, c'est de vous est-ce que un recruteur peut vous demander, Ah. quel est, votre, qu'est-ce que vous souhaitez comme salaire? C'est bien ça la question? Alors parce que si c'est la question, oui, effectivement, on peut s'y attendre. Mmh. Parler d'argent n'est pas tabou en Allemagne. Ça, c'est aussi quelque chose que Mmh je mh. peux C'est vrai. partager. On est, voilà, très ouvert Mmh. sur, le prix des choses, sur le fait qu'on a acheté quelque chose pas cher, que quand on est en négociation avec un client, ben, on parle très tôt, peut-être plus tôt qu'en France, de l'argent. Et donc, oui, dans des entretiens de recrutement, on peut avoir cette question justement: «Quel est, votre, voilà, quel est votre souhait en termes de salaire ou votre fourchette salariale?» Je ne sais pas si ça répond à votre question, Biyouné. Ouais, je crois qu'elle est en train peut-être. Sur le commentaire de Fernando que la les méthodes de travail se standardisent dans un monde globalisé, sur certaines choses, c'est vrai, mais encore une fois, je pense que quand on regarde vraiment, comment ça se passe, hein, dans les pays différents, c'est la globalisation se passe quand même pas à tous les niveaux. Donc il y a, je dirais qu'il y a une harmonisation Mmh. de certaines choses. Mais dans les pratiques quotidiennes, on reste très espagnol, on reste très français, on reste très allemand, très anglais, très finlandais, voilà. On n'a que 2 minutes qui restent encore, Oui, c'est vrai et que après ça pourrait être coupé donc ah oui, je d'accord. Alors, suggère heu, de Oui, peut-être, d'accord. alors, est-ce que je peux vous emmener encore peut-être, pour 1 minute, de nouveau sur notre Menti et vous demander, donc, voilà, rapidement d'aller, Pendant que les personnes vont je vois juste Anne Bernard, est-ce qu'on peut faire carrière en Allemagne? Poste de manager? Alors, je ne sais pas trop quel était le sens de la question peut-être, pour bien la comprendre, mais oui, en Allemagne, on peut, et comme on le disait aussi tout à l'heure, on peut faire carrière aussi, sans forcément, peut-être aussi venir de diplômes, comme en France, on est beaucoup peut-être plus, axé sur, en tout cas sur ces grandes écoles et sur ces un petit peu cette voilà, ce système un peu plus élitiste. voilà, donc un mot de feedback, hein, s'il vous Mmh mh. plaît, si vous le pouvez, dans notre, Menti. Donc, merci beaucoup, dynamique. Voilà les mots qui apparaissent, super intéressant. Bah, merci à vous, Merci. merci. En tout cas, vous avez pour beaucoup mis aussi vos mails, donc on reviendra vers vous avec, la présentation et puis, dans laquelle se trouve voilà, cet outil aussi que vous pourrez utiliser, pour votre future, collaboration franco-allemande. Voilà et puis avec le lien, hein, vers une petite vidéo de Renaud qui vous montrera finalement, Oui. comment on peut prendre un petit peu de chaque culture pour faire une publicité, très réussie à notre avis. Voilà. Merci, hein, pour vos commentaires, dynamique, interactive, thank you. Conseils utiles, danke, merci beaucoup. Belle entrée en matière, toujours enrichissant, super intéressant. Merci à vous Merci. et donc, nous vous souhaitons une très belle après-midi et encore Auf beaucoup de plaisir Wiedersehen. avec Connecti. Auf Wiedersehen. Ja, Bis vielen bald. Dank. Bis À bald. bientôt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.